Bonjour à toutes et à tous. Les hydrocarbures ont été le moteur déterminant de la croissance depuis 1850 et la déplétion non contestable de leurs réserves dans l'écorce terrestre a suscité chez d'éminents économistes nombre de rêves technoscientistes caressant l'espoir de perpétuer cette même croissance après leur disparition complète. Tous ces rêves particuliers procèdent en réalité d'un mythe global, celui de la force prométhéenne de l'espèce humaine, trouvant toujours quelque chose pour aller plus loin dans le domaine de la technique. De fait, et en ce début du XXIe siècle, nous constatons que la propension ancestrale de l'homme à fonder ses pratiques sur l'adhésion à certains mythes censés assurer la cohésion sociale de la collectivité, cette propension n'a pas été abolie par l'avènement de la civilisation industrielle, bien au contraire. Car les mythes antiques désuets du passé ont été remplacés par des mythes modernes et plus sophistiqués, mais tout aussi agissants sur les comportements humains, comme l'avait d'ailleurs remarquablement analysé Nicolas Georgescu-Roegen dans son ouvrage Energy and Economic Methods, paru en 1975. L'un d'entre eux, de ces mythes, était d'ailleurs ainsi exprimé par l'auteur. Le mythe de l'homme réussissant toujours à trouver de nouvelles sources d'énergie et de nouveaux moyens de les asservir à son profit. Mythe résumé par la phrase « Quoi qu'il advienne, nous trouverons bien toujours quelque chose ». Mythe fondateur, s'il en est, de la volonté de croissance. Volonté de croissance elle-même constitutive du comportement de l'homme moderne, régissant aussi bien ses aspects biologiques que physiologiques, évolutifs, sociaux, religieux, psychologiques, géographiques, et montrant clairement que, pris en tant que mythe global, elle peut et doit être considérée comme une donnée anthropologique. Par le mythe, les sociétés sacralisent tout ce qui leur paraît essentiel. Et cette relation permanente du mythe avec le sacré a d'ailleurs été soulignée par tous les anthropologues. Eh bien, ce mythe de l'énergie illimitée, il est par ailleurs renforcé par une confusion remarquable dans l'esprit du grand public, une confusion entre les notions d'énergie et les notions de technologie. Confusion alimentée, il est vrai, par l'omniprésence et omnipotence du discours scientifique ambiant. Cette confusion procède de la confrontation entre la finitude des ressources naturelles énergétiques et l'infinitude des ressources du cerveau humain. Ces dernières, les ressources du cerveau humain étant naturellement capables de suppléer, voire de remplacer les premières. Toutefois, et au fur et à mesure que l'énergie fournie par les hydrocarbures commencera à se raréfier, les homo industrialis seront amenés à entériner deux principes liés entre eux et déterminants. Ces deux principes sont les suivants. Premièrement, une technologie existante ne peut se développer sans la présence de ressources naturelles finies. Pas de ressources naturelles finies, pas de technologie. Deuxièmement, une technologie future ne peut émerger sans qu'il y ait au préalable la présence de ressources naturelles finies. En termes clairs, cela veut dire que la croyance populaire que la technologie peut créer de l'énergie ex nihilo, cette croyance populaire fera long feu et la fin du mythe technologique prendra des contours différents dans chaque domaine particulier, mais en étant effectif pour tous et ne souffrira pas d'exception. Alors, voyons en détail ces mirages de remplacement des hydrocarbures. Premier mirage, l'éolien. L'éolien, présenté en ce début du XXIe siècle comme une énergie nouvelle, le vent est en réalité une des énergies les plus anciennes exploitées par l'homme, notamment depuis l'an 700
avant notre ère, en Perse, avec les plus anciennes machines à vent attestées, installées dans le bassin de Sistan, ces contrées arides de l'Iran et de l'Afghanistan. Ces machines étaient non orientables et munies de pales au bois adaptées au vent, au levant dit dans cette région vent de 120 jours, soufflant en continu. Alors, les éoliennes, présentées comme les meilleurs convertisseurs énergétiques non polluants, les éoliennes modernes se révèlent bien au contraire être de graves facteurs de pollution auditive, de nuisances visuelles et des engins de mort pour les milliers d'oiseaux migrateurs qu'elles découpent méthodiquement en fines lamelles non comestibles. Certains habitants des plaines et des côtes maritimes se mobilisent déjà contre ces monstres, considérés à juste titre comme des aberrations d'un point de vue écologique, sans compter que ces éoliennes sont fabriquées à partir de métaux dits terres rares, dont la mise en œuvre est extrêmement toxique et polluante. Pour toutes ces raisons, le mouvement de rejet ne fera que s'amplifier à l'avenir. Ces éoliennes, fabriquées principalement en Chine, à partir de matériaux composites issus du pétrole et, on l'a dit, de terres rares, ces éoliennes se révéleront ingérables et irréparables dès que ces ressources naturelles seront épuisées, pétrole et terres rares, c'est-à-dire après 2050. Et les vastes étendues défigurées par les horribles hélices se transformeront alors progressivement en champs de ruines, après que les monstres de plastique se soient écroulés les uns après les autres, sans espoir de réérection possible, et qu'ils exhiberont leurs reliquats tordus comme le plus édifiant témoignage de la mégalomanie technocratique des énergéticiens du début de ce siècle. Le solaire maintenant. Bien, tout comme pour l'éolien, l'utilisation de l'énergie solaire remonte à l'Antiquité. Les Grecs allumaient en effet la flamme olympique grâce à un système de miroirs captant les rayons du soleil, et les Égyptiens l'utilisaient pour faire la cuisine. L'énergie solaire, elle aussi, est présentée comme une énergie soi-disant non polluante. Mais c'est faux. Là aussi c'est faux, car les dispositifs de capture du solaire photovoltaïque sont fabriqués à partir de métaux très toxiques, comme le cadmium, le sélénium, et sont, tout comme les éoliennes, fabriqués principalement en Chine, ce qui déporte le problème de la gestion sanitaire du personnel affecté, ce qui déporte géographiquement ce problème du personnel affecté à leur assemblage. D'un point de vue technique, la fabrication des panneaux, ainsi que leur démantèlement en fin de vie, 20 ans, ce démantèlement demande beaucoup d'énergie et le problème du recyclage des éléments toxiques qu'il contient n'est pas réellement maîtrisé. Eh bien, ça sera confirmé après 2050, date à partir de laquelle les Homo industrialis se rendront compte que la maintenance et que le recyclage des panneaux solaires photovoltaïques se placent sensiblement au même niveau de risque polluant que pour les centrales nucléaires. Par ailleurs, les métaux déjà cités pour le photovoltaïque, et ceux nécessaires à la fabrication des panneaux thermiques, le fer, le cuivre, l'aluminium, bien ces métaux seront rapidement épuisés. Et les opérations prévues de recyclage ne pourront s'effectuer faute d'énergie suffisante. Nous avons déjà parlé du mirage du recyclage des métaux. C'est ainsi que le rêve bureaucratique de la production d'électricité à grande échelle par des champs géants de panneaux défigurant à jamais la nature, ce rêve fera long feu. De même que celui d'une aviation solaire de ligne, portée par une flotte d'aéronefs bâtis sur le modèle du gadget Solar Impulse. Enfin, il faut préciser que l'attractivité du solaire, ainsi que de l'éolien d'ailleurs dans une moindre mesure, cette attraction, elle n'est fondée notamment en France que
sur une fiscalité ponctuellement avantageuse, fiscalité qui masque la réelle non-rentabilité d'une source d'énergie tributaire de la présence d'éléments extérieurs non maîtrisables par l'homme, soleil, vent, et qui lui confère un caractère intermittent, donc aléatoire, compte tenu de l'impossibilité de stocker l'électricité. De fait, cette non-rentabilité structurelle deviendra patente lorsque l'État cessera de subventionner les équipements correspondants, et cet élément déterminant contribuera également à la déconfiture du solaire. Troisième piste, la gravité. Alors, l'exploitation de la force motrice de l'eau remonte à l'Antiquité, avec les premières roues à palettes et roues à auget. À partir du Moyen-Âge, la puissance de l'eau fut de plus en plus sollicitée par les scieries, les moulins à céréales et l'irrigation des terres. C'est à cette époque que commença l'exploitation de la force des marées par l'utilisation de moulins marées-moteurs. La fin du XXe siècle va marquer l'apogée de la construction des méga-barrages hydroélectriques à travers le monde. Méga-barrages qui ont bousculé l'environnement, qui ont modifié le cycle et la distribution des sédiments qui, piégés dans des espaces factices, s'accumulent et commenceront d'ailleurs à poser de sérieux problèmes environnementaux à partir de 2030. Plus problématique encore que les barrages au fil de l'eau, qui provoquent déjà des dommages irrémédiables à la faune et à la flore aquatique, les barrages de retenue ont englouti des régions entières et exigé le déplacement de populations ancestrales. L'hydroélectricité, qui produit déjà 15% de l'électricité mondiale, chiffre 2020, ce qui la distingue nettement des deux énergies dont on vient de parler, solaire et éolien, qui plafonnent à 1% à peine, subit par contre un problème de taille. Ce problème, c'est que la quasi-totalité des fleuves du monde est déjà équipée de barrages au fil de l'eau et que le potentiel quantitatif de développement de cette énergie réside essentiellement dans la construction de centrales éclusées, de centrales lacs, deux types de fonctionnement présentant de graves impacts sur l'environnement. Et pour toutes ces raisons rédhibitoires, l'homme cessera de construire des barrages hydroélectriques à partir de 2030. Quatrième piste, l'hydrogène. Alors, aux alentours des années 2020, l'hydrogène, ce premier élément du tableau périodique, l'hydrogène s'est mis à avoir plus que jamais le vent en poupe. Hydrogène par-ci, hydrogène par-là, grâce à l'hydrogène, l'homo industrialis va pouvoir propulser des avions, des voitures, des bateaux propres, bref, va pouvoir se débarrasser en un tournement de son vieux monde nauséabond tout en conservant les acquis du monde en marche. Cet engouement pour l'hydrogène, surtout pour l'hydrogène propre, parce que tous les hydrogènes ne sont pas propres, cet engouement, il est bien entendu encouragé par de nombreux lobbies d'industriels, d'experts scientifiques et d'universitaires travaillant en partenariat avec les pouvoirs publics et qui voient tous dans cette énergie du futur une ressource formidable et un excellent moteur de croissance. Et pourtant, un retour rapide en arrière sur l'histoire industrielle de ce gaz devrait semer le doute sur le succès de son déploiement à grande échelle. Au lieu de ça, il semble bien qu'une sorte d'amnésie collective ait envahi le public de notre époque à propos de la soi-disant solution hydrogène. Alors c'est vrai que l'hydrogène est l'atome le plus répandu dans l'univers. C'est vrai que ce gaz possède en théorie de fortes potentialités énergétiques, ce qui a pu le faire passer pour un substitut crédible aux carburants fossiles, mais il faut savoir qu'il est très peu disponible à l'état naturel et qu'il est nécessaire de le produire au préalable à partir d'autres ressources pour pouvoir l'utiliser
à des fins énergétiques. De même que le nucléaire, il semble offrir une solution idéale pour pallier l'intermittence des sources d'énergie renouvelables, comme le solaire ou l'éolien, dont nous avons parlé tout à l'heure. Par ailleurs, l'hydrogène peut être utilisé soit directement comme carburant, soit utilisé pour produire de l'électricité à l'aide d'une pile à combustible. Enfin, c'est vrai que lors de sa combustion, il ne rejette que de l'eau, ce qui semble en faire une source d'énergie compatible avec les objectifs compulsifs actuels de décarbonisation, sur le papier tout du moins. Parce que dans la réalité, la technique de production de l'hydrogène reste très dépendante des hydrocarbures. Quant à la production d'hydrogène à partir de l'électrolyse de l'eau, elle nécessite une source d'électricité très importante pour pouvoir provoquer cette réaction chimique en continu. Par ailleurs, l'impact environnemental de la production d'hydrogène reste également très important, et cela même avant que de considérer les travaux titanesques nécessaires pour développer les installations, les usines, le réseau de distribution, etc. C'est ainsi que le rêve de la fée hydrogène sera lui aussi abandonné à l'aube des années 2030, lorsqu'il apparaîtra très clairement que l'utilisation de l'hydrogène à grande échelle nécessite une augmentation considérable des moyens de production, dont de puissants électrolyseurs utilisant énormément d'électricité et rendant ainsi le taux de retour énergétique, le TRE, c'est-à-dire énergie produite sur énergie dépensée pour la produire, un TRE très aléatoire. Et également, comme pour la fabrication de ces électrolyseurs et des piles à combustible, qui nécessitent d'importantes ressources minérales, comme le platique ou le nickel, eh bien, l'homo industriel va être confronté à l'épuisement de ses réserves de minerais avant la fin du siècle. Viennent ensuite les néocombustibles. Alors, les combustibles à base de biomasse, terme générique incluant diverses déclinaisons telles biocarburants, agrocarburants, diester, éthanol, etc. Ces combustibles constituent le dada des écolos croissancistes qui prétendent même que ces néocarburants pourraient utilement dépanner le transport aérien. Il faut dire que les homo-industrialistes voient avec effroi le réseau veineux de leur civilisation, c'est-à-dire les transports. Ce réseau veineux tombé en panne sèche après le tarissement de leur carburant unique, le pétrole. Alors à en croire ces écologistes illuminés, écologistes politiques, tout ce qui fonctionnait encore au pétrole en 2020 devrait fonctionner en 2050, soit à l'électricité renouvelable, soit au biocarburant. Alors il faut rappeler que tout comme pour le solaire, pour l'éolien ou la pile à combustible, les biocarburants ne constituent pas une véritable innovation, dans la mesure où l'obtention d'alcool à partir de céréales, fruits, racines, légumes, c'est une technique pratiquée depuis fort longtemps, et que des esprits lucides, mais trop nombreux et sous-médiatisés, s'interrogent aujourd'hui sur les raisons pour lesquelles cette technique n'a pas été généralisée plus tôt, alors qu'il eût été aisé de développer des moteurs à alcool obtenus à partir de jus de betterave ou de macérat de blé, au lieu de moteurs fonctionnant à l'essence fossile. Par ailleurs, et sans engager de savants calculs économétriques, il semble évident que dans un contexte de diminution inéluctable des rendements globaux liés à la dépétrolisation de l'agriculture, rendement agricole, les surfaces éventuellement consacrées à la production de ce type de carburant
viendraient en concurrence et viendraient au détriment de celles nécessaires pour assurer une subsistance minimale alimentaire au niveau mondial. Alors, l'homo industrialis, conservant quand même un minimum de bon sens, il est certain que ces projets de biocarburants généralisés n'auront pas de suite. Alors, en guise d'épilogue énergétique, nous dirons que le mythe de l'énergie toujours disponible, ce mythe restera sans doute l'avatar le plus significatif de l'incommensurable orgueil de l'homo industrialis de ce début de XXIe siècle. Il est certain que dans les décennies à venir, l'homme générique, qui n'est que le représentant d'une espèce éphémère sur cette planète, qui est un animal habile et qui est sans doute le meilleur bricoleur mammifère que la Terre ait connu, depuis 4,5 milliards d'années, n'est certainement, et tout cela, mais n'est certainement pas un génie. Génie, terme qu'il faut réserver pour définir les phénomènes cosmiques que le maigre entendement humain n'arrivera jamais, lui, à comprendre. Une illustration concrète de cette vantardise dérisoire de l'homo industrialis pourrait être donnée en prenant l'exemple de l'avion. Avion qui constitue sans nul doute à ce jour la plus belle réalisation du bricoleur homo industrialis et qui est censé servir de preuve référentielle à l'existence bien réelle de ce fameux génie humain qui est porté au pinacle. Et à en croire les adorateurs de ce génie humain, l'aviation c'est avant tout l'invention du turboréacteur, la mise au point des modes d'assemblage des tronçons avioniques, l'utilisation de l'électronique embarquée, bref, tout ce qui procède du cerveau de l'homme, alors que le kérosène, lui, ne représenterait qu'une banale ressource fournie gratuitement et sans effort par la nature. Eh bien, la suite des événements nous amènera à tirer une conclusion inverse, à savoir que toute cette magnifique quincaillerie avionique que nous venons d'énumérer, elle a pu exister effectivement parce que l'homme a su la concevoir. Mais que dans cette affaire, le vrai génie, ce n'est pas la quincaillerie avionique, c'est bel et bien le kérosène en personne. Ce génie, fourni par Dame Nature, et sans lui, il n'y aurait jamais eu d'avion. Alors, en 2070, la capacité de production électrique centralisée de la plupart des pays de la planète aura été réduite à presque zéro. Les anciennes centrales thermiques à charbon, pétrole ou gaz ne seront plus que des friches industrielles. La plupart des éoliennes se coucheront une à une sur le flanc, tandis que les derniers panneaux photovoltaïques se disjoindront les uns après les autres. Les barrages hydroélectriques se seront tous envasés et le démantèlement des dernières centrales nucléaires en fin de vie devra être interrompu faute de disposer de l'énergie et du matériel nécessaires à la conduite et à la poursuite des chantiers de démantèlement. La production d'électricité sera alors réduite aux équipements individuels de certains foyers en capacité d'utiliser une force motrice naturelle et locale, cours d'eau, vent, bois, pour actionner des petits générateurs résiduels. Seuls, sans doute, quelques pays privilégiés, États-Unis, Russie, Chine, Inde, Australie, pourront encore produire de l'électricité jusque vers 2090 par le biais de centrales thermiques au charbon, mais qui finiront toutes à l'arrêt pour la fin du siècle. Alors voici pour le pronostic numéro 10, l'enterrement définitif du mythe des énergies alternatives aux hydrocarbures, et je vous donne rendez-vous pour ma prochaine chronique et pour le 11e pronostic, la fin de l'industrie lourde. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.